Les cailles du Belize. Les forêts de mangroves, les lagons et la terre, jaillissant çà et là, bordent la mer des Caraïbes. Et sous la surface, un écosystème marin tout aussi captivant, grouillant de vie sous-marine, ancestrale, gracieuse. C'est incroyable d'être dans l'eau avec des raies léopards. Et effrayante. Il y a plein de requins. Je nageais au-dessus du récif et il y en a un qui m'a foncé dessus. C'est un peu intimidant de nager avec un barracuda. Oui, ça peut faire plus peur que de nager à côté d'un requin. Un endroit magique, où l'irréel devient réalité. Et où le merveilleux est juste sous vos yeux. C'est dingue d'être là et de participer à cette aventure. L'endroit que Charles Darwin a désigné comme étant le récif le plus remarquable des Indes occidentales. La barrière de corail du Belize. S'étendant sur 40 km, le long du Belize continental, sur une côte atlantique d'Amérique centrale, c'est la plus grande barrière de corail de l'hémisphère nord. Elle arrive en seconde position, juste après la grande barrière de corail australienne, et abrite plus de 500 espèces de poissons et plus de 100 types de corail durs et mous. Ces coraux comptent parmi les créatures les plus fascinantes de la planète. On voit le corail, les gorgones et les éponges s'animer dans le courant. C'est un endroit incroyable. On se sent très libre sous l'eau pour observer tout ce qui se passe et on se sent tout léger quand on plonge. On peut admirer la vie merveilleuse des eaux du Belize. Et c'est vraiment génial de vivre une telle expérience. Au fil des siècles, l'éponge-tube, le corail corne d'élan et le cerveau de Neptune ont participé à établir la vie dans ce récif. On estime ces colonies en eau profonde vieilles de 4000 ans. Environ un quart des espèces océaniques connues dépend de récifs comme celui-ci pour s'alimenter et s'abriter. Étonnamment cependant, les récifs représentent moins d'1% de l'océan. Ancestraux et essentiels, ce sont les forêts tropicales de la mer, un lieu où des créatures stupéfiantes luttent pour survivre. Une des plus captivantes, la raie léopard. C'est incroyable d'être dans l'eau avec des raies léopards. Elles sont larges, belles et gracieuses, et elles se déplacent avec une telle facilité. On les regarde nager à leur rythme, sans se presser, et c'est vraiment particulier de pouvoir être tout près d'elles.
Pouvant peser jusqu'à 225 kg, ce léopard volant de la mer est loin d'être le plus grand de la famille des raies venimeuses. Mais son envergure de 3 mètres égale celle du plus grand oiseau du monde, le grand albatros. La raie léopard a une longue queue venimeuse qui lui permet de se défendre contre ses prédateurs. Par ailleurs, elle profite de sa taille et de sa rapidité, et elle est capable de sauter hors de l'eau pour esquiver une attaque. La raie léopard est bien équipée pour chasser de petites proies. Elle utilise ses dents plates comme des assiettes pour broyer des crustacés à coquilles dures. Mais ce ne sont pas des créatures agressives, et leurs altercations avec les humains sont purement accidentelles. On ne peut pas en dire autant du grand barracuda. C'est assez intimidant de nager avec un barracuda, surtout quand on voit leurs dents. Je pense que la plupart des plongeurs sont contents de voir un barracuda. On sent la tension en eux et leur regard semble agressif. Long de 2 mètres et pouvant peser jusqu'à 45 kg, ces prédateurs féroces sont de vrais missiles. Ils fendent l'eau parfois à 40 km/h. Ils frappent leur proie de leurs 2 rangées de dents acérées, qui leur ont bien servi les 50 millions d'années passées. Le barracuda n'aurait pas connu une telle réussite s'il était resté tout gentil. Sa réputation fascine autant qu'elle effraie les plongeurs. Les barracudas ont tendance à être attirés par tout ce qui brille, par les métaux par exemple. On compte de nombreux cas de personnes qui ont plongé avec des boucles d'oreilles ou des bagues de fiançailles ou autres que les barracudas ont attaqué, leur tranchant un doigt ou une oreille. Alors oui, parfois ça peut faire plus peur que de nager à côté d'un requin. Heureusement pour les plongeurs, la chair humaine n'est pas le premier choix du barracuda. Il y a largement de quoi se nourrir dans le récif, s'il regarde bien. Le poisson-trompette est une créature étrange. Flottant, dérivant et tournoyant, il change de couleur et se confond avec le corail. Il est presque devenu invisible devant le corail cierge. Les prédateurs ne le voient pas, et ses proies non plus. Les petits poissons trop imprudents sont aspirés sans cérémonie, le long de son museau allongé. C'est un prédateur compétent, mais il est loin d'être le seul dans ce cas par ici. Le turbopan est un poisson plat commun, mais comme venu d'une autre planète. Il a l'aptitude incroyable d'imiter la couleur et la texture du décor qui l'entoure en l'espace de quelques secondes. Le turbopan a une nageoire pectorale allongée qu'il utilise dans les rituels de reproduction. Pendant la parade nuptiale, les mâles et les femelles lèvent fièrement la nageoire pour initier la reproduction à la façon d'un pan. Le turbopan a évolué avec ses yeux de part et d'autre de son corps. Chacun bouge indépendamment de l'autre, accordant au turbo une vue panoramique sur l'océan au-dessus de lui.
Dès qu'il entrevoit l'esquisse d'un prédateur ou d'une proie, il disparaît. C'est vraiment une ruse très pratique. Surtout quand il fait face à l'un des plus grands prédateurs du récif, le requin nourrice. Ils sont très timides. Quand on s'approche, ils s'enfuient. On en a vu un hier. Je suis passé au-dessus du récif et il nageait droit sur moi. Et 1 minute plus tard, il a fait demi-tour. Donc ce n'est pas dangereux de se retrouver face à lui. C'est un beau requin à observer. Ce chasseur timide sillonne avec adresse les fonds océaniques et capture à peu près tout ce qu'il trouve entre ses mâchoires puissantes. Le requin nourrice a un menu illimité sur le récif. Il broie du corail dur ou des crustacés, il dévore des calamars, des petits poissons, peut-être même un turbopan s'il a de la chance. Contrairement au turbopan, les rascasses volantes sont facilement repérables sur le récif. Elles ne sont pas censées être là, et pourtant, elles sont partout. Les rascasses volantes sont nées dans la région Indo-Pacifique et ont été introduites accidentellement dans l'Atlantique il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, cette espèce intrusive a ébranlé l'ordre naturel de l'écosystème marin depuis le Texas jusqu'aux Bahamas. Pour elle, ce récif étrange et magnifique est comme un buffet illimité, accessible 24 heures sur 24. Ici, en Atlantique, les rascasses volantes anéantissent de petites espèces, volent la nourriture d'espèces plus larges et n'ont pas de prédateurs naturels. Mais dans leur environnement d'origine, l'océan Pacifique, c'est une toute autre histoire. Les mérous du Pacifique ont appris à avaler d'abord la tête entière des rascasses volantes pour que leurs épines venimeuses se rabattent vers l'arrière et se détachent. Les poissons cornets en sont friands, eux aussi. Dans l'Atlantique, ces adaptations évolutives ne sont pas encore intervenues et les prédateurs potentiels gardent leur distance vis-à-vis de leur couleur vive et de leurs épines venimeuses. Il faudra peut-être attendre des décennies pour que les prédateurs comprennent comment les chasser, si cela arrive un jour. Bien sûr, rien ne prouve que cela arrivera. Les plongeurs essaient de limiter le nombre de rascasses volantes en les harponnant dès qu'ils le peuvent. Une fois qu'on les a harponnées, elles sont blessées. Ensuite, les requins des environs viennent les manger parce qu'elles ne peuvent plus se défendre. La plupart du temps, les rascasses volantes nagent vers le haut avec leurs épines dressées. Quand elles sont blessées ou qu'elles meurent, leurs épines tombent et leurs prédateurs peuvent les manger. Pendant ce temps, d'autres espèces ont développé un goût pour la rascasse volante, comme le batiste royal. On trouve des batistes royaux partout sur le récif, entre 60-90 cm et 30 mètres de profondeur. Ils aiment bien nous suivre parce qu'on leur donne des rascasses volantes à manger. Les batistes royaux dupent leurs prédateurs en se glissant dans de petites crevasses. Ensuite, ils s'ancrent dans la pierre en y incrustant la longue épine qu'ils ont sur le dos. Ils ne bougeront pas avant que la voie ne soit libre. Ils restent près du récif, où ils sont amenés à croiser l'une des créatures océaniques les plus étonnantes. Unies pour la vie, les grandes crevettes nettoyeuses sont la plupart du temps trouvées par paires.
Leurs rayures écarlates et blanches sont uniques. Leur fourrure est faite de petites épines qu'elles utilisent pour se défendre. Mais étonnamment, elles ne s'en servent que rarement. Les grandes crevettes nettoyeuses sont loin d'être au sommet de la chaîne alimentaire, on peut le dire, et pourtant elles n'ont pas de prédateurs connus. Comment se fait-ce? Elles rendent service. Comme leur nom l'indique, elles nettoient, se délectant des parasites, peaux mortes et des restes des particules de nourriture qu'elles trouvent sur les poissons, comme la murène verte. La crevette nettoyeuse fait même la promotion de ses services. Quand elle a faim, il lui arrive de danser pour se rendre visible des consommateurs potentiels. Les gros prédateurs de la barrière de corail du Belize ont plus intérêt à voir la crevette nettoyeuse vivante que morte. Cliente satisfaite, la murène verte est aussi un des prédateurs les plus furtifs et les plus tristement célèbres du récif. Elle se faufile de caverne en caverne, comptant sur sa couleur verte pour se fondre dans le corail et les rochers. Même si elle peut faire plus de 2 mètres de long, la murène verte n'est pas une cible facile pour des prédateurs comme le barracuda. Elle ne sort que rarement de ses quartiers dérobés, ses cavernes et crevasses où elle attend ses proies potentielles. La murène verte a la faculté impressionnante d'avaler une proie d'un seul coup, sans que son corps ne s'élargisse. La plupart des poissons ont recours à la succion pour avaler leur proie tout entière. Mais ce faisant, leur corps s'agrandit considérablement. C'est impossible dans une petite cavité, à moins d'être une murène verte. La murène saisit sa proie entre ses mâchoires et, curieusement, la proie est attirée dans sa gorge par une seconde mâchoire qui s'avance, serre et tire. Ni succion, ni expansion. Un vrai film d'horreur en action. Et un scénario cauchemardesque dont la gorette jaune se passerait volontiers. Longue de seulement 18 cm, la gorette jaune se déplace en bancs immenses et magnifiques. En plus d'être admirables, ces bancs ont un but pratique. En se déplaçant en grands groupes, les poissons ont plus de chances de survivre lors d'une attaque. Et si un poisson trouve une bonne zone où s'alimenter, tout le monde en bénéficie. À la nuit tombée, le banc se disjoint et chacun scrute les fonds océaniques à la recherche de petits crustacés. Quand ils nagent en solo, ils doivent être plus que vigilants, car ils comptent parmi les poissons les plus savoureux du récif. Tous les barracudas et les dauphins raffolent des gorettes jaunes. On en voit partout. Et elles avancent en faisant des grognements de gorets qui rappellent leur nom. Groin, groin. C'est un des poissons que les dauphins apprécient pour leur petit bruit. Ce grognement provient en fait du bruit de leurs petites mâchoires qui frottent les unes contre les autres, même si on ignore ce que cela signifie. Alors qu'elle scrute les fonds océaniques pendant la nuit, la gorette jaune a des chances de croiser un autre animal qui fait du bruit, le poisson écureuil. Connu pour son chant staccato, qui n'est pas sans rappeler son alter ego terrestre, le poisson écureuil est en fait appelé ainsi pour une autre raison. Une troisième nageoire qui se dresse à la verticale, comme une queue d'écureuil.
Contrairement au grognement des gorettes jaunes, le chant du poisson écureuil s'explique. Un grognement signifie qu'il défend son territoire. Et quand ses grands yeux inquiétants aperçoivent un prédateur, un son staccato sonne l'alarme. Mais tant que la voie est libre, le poisson écureuil peut se nourrir en toute tranquillité. Une espèce qu'il aime bien croquer, le concombre de mer, une des espèces les plus communes de l'océan. Pourtant, il semble venu d'une autre planète. Les concombres de mer sont des échinodermes, parents des étoiles de mer et des oursins. Ils prennent toutes les formes, toutes les tailles, toutes les couleurs, de moins de 3 cm à 2 mètres de long. Le concombre de mer est souvent un mets au menu des prédateurs. Mais étonnamment, il n'est pas si facile à attraper que ça. Quand il se sent menacé, il se contracte et foudroie immédiatement son attaquant en projetant des organes internes toxiques qu'il régénérera peu après. Certaines espèces de concombres de mer sont capables de produire des fils collants pour capturer leurs ennemis. Ces mécanismes de défense remarquables peuvent fonctionner sur des poissons plus petits qui cherchent à les croquer, mais pas sur les poissons plus gros qu'eux. La raie pastenague américaine. Ces raies en forme de losange sont des mangeurs de fond confirmés. Elles peuvent faire jusqu'à 2 mètres de diamètre et peser plus de 90 kg. Comme la plupart des raies, elles se terrent souvent au fond de l'océan, laissant seulement leurs yeux dépasser du sable. La raie pastenague évite les murs du récif et les régions rocailleuses. Ces techniques de chasse et de camouflage sont plus performantes sur le sable. Pour localiser sa cible, elle a recours à l'odorat et au toucher, sens très développé chez elle. Mais elle a également un 6e sens, appelé l'électroréception, avec lequel elle peut détecter les courants naturels électriques qu'émettent tous les organismes vivants. Quand elle sent qu'une proie se cache à proximité, elle pulvérise de l'eau par la bouche, s'extirpe du sable et débusque son repas. La toute petite cousine de la raie pastenague américaine est la raie pastenague jaune. De forme ronde, de la taille d'une soucoupe à thé, cette raie a un espace de chasse plus étendu que sa cousine. Elle explore les zones rocheuses et les récifs de corail à la recherche de nourriture. Mais c'est dans le sable qu'elle utilise sa meilleure ruse. Quand la raie pastenague jaune sent une proie s'approcher, elle lève le museau pour prendre l'apparence d'une niche douillette. Elle appâte sa proie avec ce qui semble être un refuge accueillant. Les raies pastenagues américaines sont la proie de plus gros poissons, comme les requins-tigres. Elles sont capables de se dérober à leurs prédateurs en se cachant dans le sable ou en partant à toute vitesse sans crier gare.
Pendant ce temps, plus haut, une des créatures de l'océan les plus majestueuses, la tortue imbriquée, examine le récif à la recherche de nourriture. Parfois, elles peuvent avoir peur si vous vous arrêtez devant elles brusquement, et elles décampent. Mais en général, elles sont très accueillantes avec les plongeurs. Quand elles sont en train de manger, généralement, elles lèvent juste les yeux vers vous, l'air de dire « Oh, c'est rien, c'est qu'un plongeur ». Nommée aussi tortue à bec de faucon, à cause de son bec crochu, c'est l'une des plus petites espèces de tortues de mer. Elle peut peser jusqu'à 70 kg. Les tortues imbriquées ont des griffes au bout de chaque nageoire, ce qui les distingue des autres tortues de mer. Omnivores, elles sont attirées par les récifs, comme celui du Belize. Ici, elles se nourrissent essentiellement d'invertébrés comme les éponges, les algues et parfois de poissons. On peut les trouver dans l'Atlantique, le Pacifique et les océans Indiens. Même si elles sont plus nombreuses ici, dans les Caraïbes, les tortues imbriquées sont classées espèces vulnérables. Sa belle carapace en fait une proie attirante pour les braconniers, qui profitent de la vente illégale de carapaces de tortues utilisées pour faire des bijoux et autres ornementations. Il arrive aussi que les tortues imbriquées s'empêtrent dans des filets maillants et se retrouvent prises accidentellement dans de longues lignes de pêche. Le déclin de la tortue imbriquée est une mauvaise nouvelle pour la barrière de corail du Belize. Ces créatures ancestrales mangent les éponges à la surface du récif, facilitant l'accès à la nourriture pour les poissons. Les tortues sont également un élément important de l'industrie écotouristique du Belize. Les plongeurs ont envie de nager à côté des créatures qui sillonnent ces océans depuis 100 millions d'années. Sur le récif, les tortues imbriquées croisent souvent la route de leurs plus grosses cousines, les tortues vertes. Pesant parfois jusqu'à 230 kg, elles sont connues pour se délecter d'éponges et de méduses. Mais la majeure partie du temps, ces géants paisibles sont herbivores et se nourrissent principalement d'herbes et d'algues. Le pigment de leur régime, à majorité vert, colore leur graisse. C'est à cela qu'elles doivent leur appellation. Comme toutes les espèces de tortues de mer, leurs chances de survivre sont infimes. Sur les 200 œufs pondus par une femelle, seul 1% atteint la maturité sexuelle, qui ne survient parfois qu'au bout de 35 ans. Mais les heureux élus qui y parviennent peuvent vivre 80 ans ou plus. Ces tortues de mer ont migré sur plus de 1500 km pour fourrager ici, depuis leur zone de reproduction, ailleurs dans les Caraïbes. Elles vont faire des allers et retours entre ces deux points toute leur vie. Chose incroyable, tous les 2 ou 3 ans, les tortues imbriquées et les tortues vertes femelles retournent à la plage où elles ont vu le jour pour pondre leurs propres œufs. La nage longue distance est inscrite dans leurs gènes. Les ancêtres de cette espèce ancestrale ont nagé par le passé côte à côte avec des créatures préhistoriques. Les tortues de mer les plus anciennes vivaient il y a environ 150 millions d'années, 85 millions d'années avant l'extinction des dinosaures.
Comme les géants préhistoriques avec qui elles ont un jour partagé la planète, les tortues de mer sont des reptiles. Elles respirent de l'air, mais elles peuvent se retenir de respirer pendant des laps de temps impressionnants. Quand elle se repose ou qu'elle dort sous l'eau, la tortue de mer peut rester 4 à 7 heures sans aller à la surface. Mais ce temps se trouve réduit quand elle fourrage activement, sûrement à la recherche d'un herbier marin, tâche qui peut être ardue, surtout quand elle tombe sur un leurre. Il s'agit d'anguilles jardinières. De la largeur d'une paille, elles font en moyenne 40 cm de long. Mais ces créatures se montrent bien peu aux yeux des curieux. Les anguilles jardinières utilisent leur queue dure et pointue pour s'enterrer dans le sol sableux de l'océan. Une substance sur leur peau cimente les murs du terrier pour éviter les effondrements. Elles vont rester ici la majeure partie de leur vie, survivant grâce au plancton qui passe, en prenant l'apparence d'herbiers marins ou simplement en disparaissant. On trouve aussi, abritée dans les fonds sableux, la créature du récif la plus curieuse, l'étoile coussin. On compte environ 1500 espèces d'étoiles de mer dans le monde océanique. Reposant sur le lit océanique, elles soulèvent des questions, telles que « est-ce qu'elles sont vivantes? Est-ce qu'elles se nourrissent ?» Réponse: elles sont bien vivantes et elles se nourrissent. Et elles s'adaptent remarquablement bien. L'étoile de mer pousse son estomac hors de son corps, le dépose sur le lit de corail et attend que les acides et les sucs digestifs de son estomac fissurent le corail. Puis l'étoile de mer se repaît des organismes sans défense et riches en nutriments à l'intérieur du corail, comme bon lui semblera. Ces créatures insidieuses, qui tuent au ralenti, menacent aussi le récif de corail. Si on les laisse faire, elles peuvent consommer de grandes quantités de corail, laissant derrière elles les traces de leur saccage. Le crabe-flèche, quant à lui, ne laisse rien dans son sillage, hormis un groupe de plongeurs excités. Avec sa tête triangulaire unique, supportée par 8 pattes arachnéennes, il fait toujours l'objet d'une photo souvenir. Ces petits crabes sont des mangeurs nocturnes. Ils fouillent souvent les récifs à la recherche d'invertébrés. Le poisson-coffre à points blancs progresse avec agilité le long du récif. Des nageoires dorsales et anales le propulsent en avant, alors que sa queue agit comme un gouvernail. Ils ne sont pas rapides, mais ça ne les empêche pas de piéger les petites plantes et les particules animales dont ils se nourrissent. Occasionnellement, ils fouillent les fonds océaniques pour débusquer des mets cachés. S'il est attaqué par un prédateur, comme le requin nourrice, le poisson-coffre n'a pas besoin de s'enfuir. Quand il est touché, il sécrète des toxines incolores, fatales aux prédateurs, qui ont l'habitude d'être mis en garde par les couleurs brillantes de leur proie potentielle. Mais les acteurs colorés de la barrière de corail du Belize ne bénéficient pas tous d'une telle protection. Le poisson perroquet feu ne dispose pas de cet atout pour se défendre contre les prédateurs, comme les murènes. Cependant, il est rapide
et sort et ressort dans les crevasses et les trous du récif avec agilité. Les poissons perroquets utilisent leur mâchoire en forme de bec pour grignoter le corail. Des dents spéciales dans leur mâchoire, faites pour broyer, dégagent les nutriments des algues et du corail. Cette aptitude à consommer une des sources en nourriture les plus complètes du récif constitue une adaptation puissante pour survivre. Mais le poisson perroquet-feu est allé encore plus loin dans son évolution. Quand la densité de population est basse et que la reproduction diminue, les femelles peuvent devenir mâles afin d'aider à repeupler leur espèce. Cette transformation incroyable ne passe pas inaperçue. Les mâles secondaires, comme on les appelle, changent de couleur, passant d'un brun rouge à un bleu vif. Ici, sur la barrière de corail du Belize et sur les récifs de par le monde, des créatures scintillantes glissent avec légèreté le long du corail rocheux. Ce sont des poissons-anges. Comme la plupart de leurs cousins d'eau salée, les poissons-anges français peuvent atteindre 60 cm de long et un poids de 2 kg. Ils se nourrissent d'éponges, d'algues et d'invertébrés. Les jeunes agissent comme des poissons nettoyeurs. Ils débarrassent les gorettes, les vivaneaux et les murènes de leurs parasites. Mais un des aspects les plus remarquables de cette espèce est leur structure sociale monogame. Les poissons-anges, comme les poissons-anges gris, restent fidèles à leurs partenaires. Cette union les pousse à s'inquiéter de leurs petits et à défendre leur territoire contre des concurrents. Mais quand il s'agit de se défendre contre un requin à pointe noire, c'est une autre histoire. Les requins existent depuis 450 millions d'années. Les requins à pointe noire ne sont pas des géants, et ils sont bien loin des requins préhistoriques monstrueux qui les auraient supposément précédés. Malgré tout, ce sont de vrais chefs-d'œuvre de l'évolution. Chasseurs sans pareil, survivants suprêmes, ils sont à la fois magnifiques et imposants. Pour les plongeurs, se retrouver face à face avec ces chasseurs ancestraux donne une poussée d'adrénaline incomparable. Mon lieu de plongée favori, c'est le Grand Trou Bleu. Là-bas, il y a un site appelé le terrain de jeu. On peut y voir plein de requins. Des requins pointe blanche, des requins à pointe noire. C'est dingue de descendre là et de se retrouver à environ 20 mètres de profondeur, entouré de requins du début à la fin de la plongée. Ici, les requins patrouillent tout le récif, à la recherche de poissons, de raies venimeuses, de crustacés, de tout ce qui pourrait leur servir de dîner. Leurs sens affûtés les aident dans leur traque. Les sons et les vibrations les mettent sur la voie de leur casse-croûte. Une vue et un odorat excellents leur permettent de s'approcher de leur cible. Enfin, leur arme secrète, un organe sensoriel appelé ampoule de Lorenzini, les rend vraiment uniques. Tous les organismes vivants émettent une charge électrique à peine perceptible. Les requins ont la capacité impressionnante de détecter ces charges.
Même sans voir, sentir, entendre, goûter ou toucher leur proie, ils savent où elle est et ils peuvent révéler sa position exacte. Des rangées multiples de dents les aident à dévorer leur proie. Parfois, la chasse ne repose plus sur les sens, mais simplement sur la vitesse. Le requin à pointe noire est connu pour se placer bien au-dessous de larges bancs de poissons qui nagent près de la surface, avant de fendre le banc et l'air comme une fusée, espérant finir sa course la gueule pleine de poissons. Les poissons, comme ces carangues gros yeux, sont appelés ainsi en raison de leurs grands yeux de chevaux. Pesant parfois jusqu'à 25 kg, ces farouches poissons osseux peuvent fournir un repas copieux pour les grands prédateurs. Quand ils se rassemblent en bancs, ils offrent un spectacle époustouflant. Comme les autres bancs, les carangues gros yeux se sentent plus forts en étant nombreux. Si l'un d'eux voit de la nourriture, tout le monde en profite. Si un autre voit un prédateur, tout le monde est au courant. Leur couleur est aussi à leur avantage. Noirs sur le dessus, ils se confondent avec les fonds océaniques. Plus clairs en dessous, ils sont assortis avec la surface lumineuse. Les carangues gros yeux se cachent à la vue de tous, des prédateurs du dessus et du dessous. Mais les carangues gros yeux ne sont pas les seuls poissons à nager en banc sur la barrière de corail du Belize. Le chirurgien bleu. Ses nageoires et ses écailles reflètent la lumière dans des teintes de bleu infinies. Ses dents plates et larges sont parfaites pour déguster les algues du récif. Et si un prédateur lui tombe dessus quand il est en train de manger, il le regrette vite. Deux épines aiguisées de chaque côté de sa queue se dressent immédiatement quand le chirurgien bleu se sent menacé. Ces épines sont assez pointues pour taillader un adversaire. Pas étonnant qu'on le surnomme également poisson barbier. Certains poissons du récif ne ressemblent pas à des poissons. Le poisson lézard ne prend pas de risque quand il croise un plongeur un peu trop intrusif. Ce poisson lézard ferait mieux de se méfier du poisson ballon. Il a peut-être l'air d'être une cible facile, mais le poisson ballon a des toxines mortelles et peut gonfler en dépassant de loin sa taille normale, devenant plus grand que la bouche de la plupart de ses prédateurs. La tétrodotoxine du poisson ballon est 1200 fois plus venimeuse que le cyanure. Certains poissons ballons ont suffisamment de toxines dans leur corps pour tuer 30 humains adultes. Mais les plongeurs risquent plus d'être tués par un de ces poissons dans un restaurant qu'en plongée. Les poissons ballons constituent un mets d'exception au Japon. Des chefs diplômés les préparent spécialement pour leur retirer leurs toxines. De ces glisseurs gracieux et de leur aura irréelle, aux maîtres de la mascarade et aux monstres sacrés de l'océan, la barrière de corail du Belize est un univers à lui tout seul et une des nombreuses merveilles de cette plongée dans le grand bleu. On peut voir des requins et des tortues ici. On voit le corail, les gorgones et les éponges s'animer dans le courant. C'est un endroit incroyable. On se sent très libre sous l'eau pour observer tout ce qui se passe.
Et on se sent tout léger quand on plonge. On peut admirer la vie merveilleuse des eaux du Belize. Et c'est vraiment génial de vivre une telle expérience. Avoir toute cette nature à portée de main, c'est un sentiment merveilleux.